Alors, nous entendons consacrer les 5 premières minutes à la fin du débat sur la décision d'urgence rendue par un tiers. Le CCPIP voulait prendre la parole avant la pause, le Canada également. Si vous voulez encore vous exprimer, merci de lever la main. Merci. Very good. Très bien. Alors, n'oubliez pas que nous n'avons que 5 minutes. Et nous devons commencer parce que nous avons très peu de temps. Le PICA a demandé la parole. Yes, hello. Yes, thank you for giving us the floor, FICA. FICA, pardon, pas PICA. Le Forum pour l'arbitrage et la conciliation, Forum international pour l'arbitrage et la conciliation. Il s'agit d'un groupe de praticiens, un groupe non gouvernemental qui ont une expérience dans d'autres formes alternatives de règlement des litiges, mais également dans le domaine de la conciliation et de l'arbitrage. Nous sommes composés d'un grand nombre de praticiens des différents systèmes juridiques, droit de tradition romaine, common law également, beaucoup d'expérience dans le domaine de la construction notamment, étant donné qu'il y a des lois dans certaines juridictions concernant les décisions d'urgence et pas dans d'autres, étant donné la disparité des législations, nous voudrions soutenir l'idée d'un examen plus approfondi de la décision d'urgence rendue par un tiers au niveau du groupe de travail numéro 2. Nous nous demandions si la loi type sur l'arbitrage commercial ou sur les décisions dans les arbitrages commerciaux, notamment pour ce qui est de la décision d'urgence, ne devrait pas être élargie. Cette loi type une loi type pourrait être élaborée dans ce type. Celle-ci pourrait être élaborée et pourrait servir de base à une convention sur la question. En ce qui nous concerne, nous avons mené un travail préparatoire en la matière. Nous avons traité des différentes questions relatives à la décision d'urgence, notamment concernant l'exécution et la difficulté de la décision des arbitres. Nous sommes prêts à partager l'information dont nous disposons avec les membres du groupe de travail si le groupe de travail décide de se saisir de la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'ai sur ma liste, dernier mais pas pour autant des moindres, le Canada. Thank you. Merci beaucoup. Merci Tora. Merci aux modérateurs et à tous les orateurs et merci à tous ceux qui ont partagé avec nous leur expérience concernant la décision d'urgence. L'intérêt que suscitent ces questions a beaucoup cru au niveau du Canada, au niveau des différentes juridictions qui composent le Canada, 14 d'entre elles. Nous pensons qu'un projet international sur la question de la décision d'urgence pourrait nous permettre de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous pensons que ceci aurait des retombées bénéfiques. Si vous voulez davantage d'informations sur les projets sur lesquels nous avons travaillé, eh bien vous pouvez prendre contact avec moi. Merci beaucoup. Thank you very much indeed. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais, sur ces bonnes paroles, clore cette séance consacrée à la décision d'urgence et repasser la parole à Jay, s'il vous plaît. Great, thank you. Très bien, merci. Bien, nous allons maintenant consacrer la séance numéro 6 qui concerne le règlement des différends liés à la technologie. La Commission a demandé au secrétariat d'organiser ce colloque, vous le savez, et on nous a demandé d'examiner les dispositions types qui pourraient être donc concerner le règlement des différends liés à la technologie et les dispositions incorporées par référence dans les clauses de règlement des différends. Je vous renvoie à la proposition du Japon et d'Israël qui a servi de base à ces travaux sur d'éventuels travaux futurs. L'année dernière, la Commission a demandé au secrétariat de continuer de dialoguer avec les experts afin de préparer
un recueil de ces dispositions pour justement trancher les différends liés à la technologie. Le document dont vous êtes saisi, il s'agit du document du WP, document de travail 224. Il s'agit d'un premier jet préparé par les experts pour préparer les débats sur ce règlement des différends liés à la technologie. Ce n'est qu'un premier jet qui a été partagé, il n'a pas été préparé par le secrétariat, il a été préparé par des experts et nous l'avons présenté pour vous donner matière à réflexion. Pour stimuler la réflexion, nous avons quelques orateurs pour lancer le débat. Nous allons maintenant tout d'abord donner la parole à Sergueï d'Israël qui va nous donner un aperçu un petit peu de ce projet. Sergueï, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci beaucoup Jay. Alors tout d'abord, je voudrais remercier le secrétariat. Merci de nous avoir fourni les ressources nécessaires pour développer cette proposition présentée par Israël et le Japon, comme vous l'avez dit vous-même. Nous voudrions également remercier sincèrement le groupe d'experts. Merci d'avoir élaboré un projet très détaillé qui est une excellente un excellent point de départ. Lorsque nous avons commencé à faire des recherches sur la question, nous nous sommes entretenus avec des conseillers juridiques, des représentants de cabinets privés. Ils nous ont dit tous la même chose. Le secteur n'est pas en train d'utiliser les mécanismes alternatifs de règlement des différends parce que ceux-ci ne sont pas adaptés à leurs besoins. Et plus nous avons élargi nos consultations, plus nous avons eu le sentiment que ce sentiment a été partagé par les représentants, les sociétés de la technologie. Lors de la semaine internationale de Tel Aviv sur l'arbitrage et lors d'un groupe d'un panel organisé en présence de la Cour permanente d'arbitrage, des représentants du secteur de l'arbitrage, et notamment l'international, ont indiqué que justement l'absence d'outils et le faible recours justement à la technologie de ce secteur pose problème. Ce secteur est composé de petites et moyennes entreprises. Il dispose de besoins assez particuliers qui ne correspondent pas aux caractéristiques traditionnelles des méthodes de règlement des litiges, notamment pour ce qui est des délais. Ensuite, on se rend compte que les règles d'arbitrage qui existent ne sont pas suffisantes. Nous pensons donc que si nous pouvions adapter les règles en la matière, permettrait de justement aider à régler les différends liés à la technologie. La technologie est présente partout, ça profiterait à la CNUTSI, au droit commercial international, mais pas seulement. Cela touche également aux petites et moyennes entreprises qui sont fondamentales pour favoriser le développement, qui doivent disposer de règlements des différends répondant à leurs besoins. Alors, nous devrons plancher sur ce projet, c'est clair, mais en tout cas, nous espérons que le travail accompli dans les années à venir permettront d'arriver à un instrument exhaustif. En tout cas, nous pensons que les bases y sont. Alors, pour ce qui est de la suite à donner à cette question, on pourrait élaborer un document concis qui pourrait être utilisé par les parties pour décider du traitement à donner à la suite à cette question. J'espère en tout cas qu'à la fin de ce processus, la CNUTSI pourra être un pionnier, pourra créer un contexte qui permettra de favoriser le règlement des différends liés à la technologie et ainsi favoriser le développement des technologies. Voilà, avant d'ouvrir le bal, merci beaucoup Sergueï. Avant justement d'aborder la question du WP 224, dit le secrétariat, je vais donner la parole à Harriet qui va essayer de nous présenter le point de vue des entreprises du secteur. Pour voir comment justement le secteur s'est adapté et s'efforce de régler ces nouveaux types de différends. Harriet, si vous êtes en ligne, merci de nous faire part de votre expérience. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Elliot et pas Harriet. Je suis à New York, spécialiste de l'arbitrage international. C'est un honneur pour moi que de prendre part à cette séance. Merci de m'avoir invité. Comme on vient de vous l'expliquer, on m'a demandé de vous présenter l'opinion des entreprises du secteur de la technologie pour justement aborder cette question. On m'a ne donné que 8 minutes. Alors, je tiens à vous mettre en garde. Je parle à la lumière de mon expérience. Mon expérience est limitée. Moi, je pratique à New York et la plupart de mes clients sont des entreprises du secteur de la technologie basées en Amérique du Nord.
Il s'agit de litiges concernant entre entreprises et non pas entre des consommateurs et des entreprises ou des sociétés. Alors, je sais que vous cherchez à élaborer, donc à régler les différends liés à la technologie, donc à tous les niveaux, impliquant des consommateurs, concernant de faibles montants, de petits volumes. Je vais quand même vous présenter mon point de vue, je vous ai mis en garde. Je pense qu'on peut considérer comme allant de soi que nous allons observer une augmentation des différends liés à la technologie, étant donné que les entreprises de la technologie occupent une part à chaque fois plus importante des échanges. Elles vont donc être confrontées à des différends. La plupart de ces différends seront internationaux de par leur nature parce que le marché des produits, de la technologie et du service est particulièrement internationalisé. C'est une réalité depuis déjà pas mal de temps. Les sociétés, les entreprises de la technologique font partie du paysage des entreprises. Alors pourquoi n'y a-t-il pas eu davantage d'entreprises donc présentes ici dans le domaine de l'arbitrage à l'international? Les contrats entre entreprises qui ont été signés par les grandes entreprises américaines prévoient que les différends seront tranchés en Californie, mais pas tellement à New York. Pourquoi? Bonne question. Je pense qu'en fait, il s'agit justement de questions relatives au pouvoir de négociation de certains. Ainsi, certaines de ces entreprises ont pu utiliser, ou ont plus de poids auprès des tribunaux, des tribunaux californiens. C'est différent concerné des entreprises d'Amérique du Nord avec d'autres entreprises du monde entier. Le prix à payer si vous faire des affaires avec une entreprise d'Amérique du Nord, c'est que vous devrez soumettre vos différends aux tribunaux californiens, et les avocats de ces entreprises connaissent particulièrement bien le droit de la Californie. Permettez-moi de me faire l'avocat justement des tribunaux pour quelques minutes pour mettre en lumière certains des obstacles qui ont été mentionnés. L'obstacle à l'adoption ou au recours plus grand à l'arbitrage pour régler les différends liés à la technologie. Je vous renvoie au document 224, à savoir que les arbitres dans ce domaine doivent avoir des compétences techniques. L'arbitrage est donc plus facile puisque vous pouvez choisir des gens qui sont des experts en la matière. C'est le cas effectivement pour beaucoup de différends, mais parfois pas tellement. En effet, ainsi, la plupart des différends en la matière qui sont réglés par l'arbitrage sont liés au contrat. Le différend, même s'il est lié à la technologie, n'est pas tellement technique. Ce que je veux dire par là, c'est que, un arbitre qui n'est pas nécessairement expérimenté dans le domaine de la technique pourrait être assisté d'un conseiller. Alors la capacité de choisir des arbitres spécialisés est un avantage, notamment dans des cas très pointus. Cependant, je pense qu'il serait risqué de s'apesantir ou de s'appuyer trop sur cet avantage parce que beaucoup de règlements des différends de ce genre de différends donc peuvent s'en passer. De nombreuses, en outre, affaires ou différends peuvent être rationalisés et réglés par la procédure du rejet rapide. L'arbitrage ou les règles d'arbitrage faciliteront l'adoption ou l'utilisation de ce technique de gestion des affaires. Cependant, dans la pratique, ce n'est pas tellement le cas. Il faut parfois lancer un processus d'arbitrage, un processus très compliqué pour un règlement pour une question qui est réglée suite à une interprétation des contrats, à une question de détail. Je ne pense pas que ce soit une manière très efficace de régler les différends. Mais en même temps, ces dispositions qui permettent à rejeter rapidement ces affaires facilitent beaucoup les choses. Voilà pourquoi nous n'avons pas tout simplement vu un recours massif à l'arbitrage utilisé par les grandes entreprises d'Amérique du Nord. Je vais vous expliquer, ou en tout cas du secteur de la technique, je vais vous expliquer pourquoi je considère que c'est une erreur. L'applicabilité
des règlements d'arbitrage, et c'est clair, très importante. Cependant, je vais quand même m'appesantir sur deux raisons qui sont importantes et qui sont moins souvent citées. Premier point, les dépositions. Alors, ces dépositions doivent être présentées, elles doivent être préparées, et les PDG de ces entreprises doivent les préparer. Celles-ci ne sont pas adaptées justement à l'arbitrage. Ensuite, deuxième problème, la confidentialité. En effet, le gros des procédures judiciaires sont ouvertes au public. Or, cette menace, ce risque de publicité peut être utilisé justement comme pour faire pression. Si vous voulez maintenir la confidentialité de quelque chose qui concerne un différend, eh bien, votre adversaire sait très bien que vous n'allez pas engager une procédure judiciaire. Or, l'arbitrage permet de prendre ce risque, d'enlever ce risque et les capacités de pression. Si vous demandez à un avocat ou une entreprise du secteur technique de savoir si elle veut régler un différend de manière confidentielle ou de manière publique, eh bien, ils vont choisir la confidentialité. Et la plupart du temps, ils choisiront donc l'arbitrage international. Ce n'est pas encore le cas tellement dans les faits, mais c'est ce qui fait que le projet dans lequel s'est lancé le groupe de travail numéro 2 est d'autant plus important. Je terminerai pour ce qui est de la confidentialité avec deux réflexions. Les dispositions type qui sont mentionnées, donc le projet de disposition 6 et 7 sont intéressantes. Alors commençons pour la confidentialité vers l'extérieur. L'article 6.1 parle de l'information qui doit être publiée pour rompre la confidentialité. Le paragraphe 5, quant à lui de l'article 6, oblige la partie qui communique ces informations à informer le tribunal ou l'autre partie de ce fait. Mais l'article 5, ou le paragraphe 5, ne dit pas ce qui se passe par la suite. Ce qui se passe par la suite, c'est que, après cette notification, que se passe-t-il? Alors, il est possible que ce soit voulu, peut-être que vous avez déjà planché sur la question, mais je pense en tout cas que cela pourra déboucher sur davantage de différends. Deuxième observation, deuxième réflexion, qui concerne justement dans le projet de disposition 7, la confidentialité vers l'intérieur. C'est là que le problème se pose. Lors de la production des documents, vous devrez remettre à une partie des documents confidentiels, à une partie qui sera peut-être un concurrent. Le paragraphe 3 donc permet de mettre en place des règles sur la distribution des documents, sur la confidentialité de ceux-ci, et je pense qu'il faudrait donc mettre en place ou intégrer des concepts ou des libellés concernant la propreté des équipes et la confidentialité donc de certains documents qui ne seraient réservés qu'aux avocats. J'ai utilisé tout le temps à ma disposition. Je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de parler à l'occasion de cette réunion importante. Merci beaucoup. Merci d'avoir présenté le point de vue des entreprises du secteur de la technologie. Merci d'être revenu sur la question des dispositions relatives à la confidentialité. C'est quelque chose qui est prévu demain après-midi. D'autres organisations ont déjà planché sur la question. Je voudrais donc savoir quelle a été l'expérience d'autres. Avant d'aborder les dispositions, nous allons écouter Patricia et Dranguta sur le travail accompli par le Centre de médiation et d'arbitrage de la Silicon Valley. Ensuite, nous écouterons un exposé de Laurence Aka sur l'équipe spéciale du Royaume-Uni qui vient d'adopter des règles de règlement des différends pour le Royaume-Uni. Patricia Shaughnessy va nous expliquer ce qui se passe au niveau du centre d'arbitrage et de médiation de la Silicon Valley. Ensemble, vous aurez 10 minutes. Merci beaucoup. Tous ensemble, vous aurez 10 minutes. Merci beaucoup. Merci Jay pour votre invitation. Merci. Nous sommes une organisation qui a lancé très tôt 2 groupes. Je préside l'un d'entre eux et Patricia préside l'autre. En ce qui me concerne, il se penche sur une question qui, après
après notre création, après le lancement, s'est beaucoup développé. Il s'agit du règlement des différends sur la base de l'arbitrage et de la médiation à l'attention des transactions utilisant la technologie de la blockchain. Cette technologie donne lieu à plusieurs modèles d'activité, notamment la création de plateformes, et à modifier l'utilisation des filières d'approvisionnement. Les droits de propriété intellectuelle dépendent beaucoup aujourd'hui également de cette technologie. Étant donné cela, les changements économiques causés par l'adoption de ces technologies ont eu une incidence et ont provoqué des évolutions juridiques. Nous avons vu voir des contrats intelligents, des exécutions automatiques, donc des NFT, les NFT qui ont été élaborés, et des actifs qui ont été élaborés suite à l'adoption de la technologie de la blockchain, qui aujourd'hui occupe une place importante dans l'économie du numérique. C'est au départ une initiative que nous avons lancée, pour sensibiliser. La portée de ce document a été atteint. Enfin, cet objectif a été atteint en ce qui nous concerne, la communauté internationale, mais au-delà, et nous avons perdu l'orateur. La communauté internationale est en mesure de comprendre qu'il était nécessaire de prendre des mesures concrètes pour favoriser un dialogue entre l'industrie qui bâtissait le cadre juridique des NFT et des contrats intelligents et le travail accompli par les fournisseurs ou les prestataires de services de règlement des différends. Alors, il y a deux éléments qui étaient dans notre programme dès le départ, à savoir l'adoption d'une pratique optimale pour l'arbitrage et la médiation et l'apparition ou l'utilisation donc de plateformes. Ces points continuent de figurer à l'ordre du jour de nombreuses organisations qui travaillent dans ce domaine à l'international. Ce projet de la CNUTSI est une étape que nous avions anticipée et nous sommes heureux que la communauté internationale ait pris en considération les besoins de l'industrie en la matière, parce que ce que nous avions anticipé en quelque sorte, et notamment le travail de sensibilisation à ces nouvelles tendances, avait pour but justement de lancer un dialogue pour recenser les mesures qui peuvent être prises en collaboration avec les États et les organisations internationales, mais également avec les entreprises. Ceci étant dit, je me limiterai à ajouter que nous avons procédé à une étude une enquête au cours des 2 dernières années, 2020 et 2021. Nous nous sommes efforcés de mesurer l'ampleur du statu quo pour recenser le type de mécanisme de règlement des différends qui est utilisé dans ce contexte, dans le contexte de ces transactions basées sur la technologie des blockchains ou des chaînes de blocs. Et les conclusions auxquelles nous sommes parvenus ont été surprenantes. En effet, nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'entreprises étaient réticentes, ne voulaient pas transmettre le message, ne voulaient pas dire quel type de mécanisme de règlement des différends elles entendaient utiliser ou elles utilisaient, étant donné que ceci faisait partie de leur avantage comparatif, de leur capacité d'innovation. Les mécanismes novateurs de règlement des différends, comme par exemple la justice participative ou autres, ont été perçus comme s'inscrivant dans le cadre d'une stratégie d'acquisition d'une part du marché. C'est une évolution très importante en ce qui nous concerne, à savoir que le règlement des différends est un avantage, ou la capacité de règlement des différends est un avantage comparatif sur le marché. Deuxième observation, ce sera ma dernière contribution à ce débat. Malheureusement, il y a une ignorance assez marquée, ou en tout cas dirais-je un optimisme excessif quant à la capacité des contrats intelligents d'éliminer la nécessité de recourir au règlement des différends. Il y a donc une portion croissante de contrats intelligents qui sont utilisés sur le marché américain qui ne prévoient pas le recours au règlement des différends. Ils l'ignorent en espérant que ces codes donc qui vont se substituer au savoir-faire des arbitres et des artisans du règlement des différends. Merci beaucoup. Merci. Patricia, est-ce que vous pouvez continuer s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup.
J'espère que vous m'entendez. Ma connexion Internet n'est pas très stable, donc je vous prie de m'en excuser. Comme l'a dit ma collègue, il y a 2 équipes spéciales au niveau du Centre international de médiation et d'arbitrage de la Silicon Valley. Et je co-préside donc cette équipe spéciale avec 2 autres collègues. Je co-préside l'équipe spéciale sur les différends concernant les entreprises du secteur de la technologie. Nous ne nous intéressons pas à la nous ne sommes pas en train d'examiner la question de la médiation. Nous nous centrons uniquement dans l'arbitrage des différends liés à la technologie. Nous avons commencé par élaborer un livre blanc dans lequel nous avons recensé les questions qui, nous le pensions, devraient être traitées. Et nous nous sommes également lancés dans la recherche de raisons qui pourraient faire que l'industrie n'utilise pas tellement l'arbitrage et en voulant également mettre ses idées à l'épreuve. Alors, c'est un travail qui est difficile. Nous avons tout d'abord dû déterminer ce qu'est donc une entreprise du secteur de la technologie, un différend lié à la technologie. Il est clair qu'aujourd'hui, beaucoup d'industries disposent ou utilisent des technologies dans le cadre de leurs activités. Cependant, il est possible que beaucoup des règlements, des différends auxquels elles sont confrontées ne soient pas liés à la technologie. Ensuite, il est clair qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui travaillent dans le domaine du secteur de la technologie qui pourront être confrontées à des différends qui n'ont rien à voir avec leur domaine d'activité. Donc la question de savoir ou la question de la définition d'un différend lié à la technologie et des entreprises qui travaillent dans le secteur de la technologie pose problème. Cependant, il n'est pas impossible de rechercher des manières de faciliter le règlement des différends, de mieux servir, pour ainsi dire, ces entreprises et d'essayer de recenser le type de différends dont on parle lorsqu'on parle de cela. C'est une question qui a été déjà traitée de manière éloquente par les orateurs qui m'ont précédé et il est clair que, étant donné les systèmes actuels d'arbitrage, ne sont pas adaptés au règlement des différends. Ensuite, ils ne sont pas non plus adaptés aux besoins de leurs clients. Et les différends ne sont pas adaptés aux outils à disposition. Nous ne pensons pas que ce soit un hasard qu'en plus de l'initiative que nous avons lancée, il existe d'autres initiatives, d'autres acteurs qui travaillent et qui s'efforcent aussi de mettre en place un dialogue avec les utilisateurs pour veiller à ce que nous puissions adapter les procédures et adapter les mécanismes de règlement des différends, les processus et les résultats de ces processus de règlement des différends les adapter aux différents besoins. Il ne faut pas oublier que nous nous efforçons de servir la totalité des entreprises. Beaucoup de ces entreprises sont peut-être des jeunes pousses, donc des startups. Elles auront besoin d'un règlement rapide, peu coûteux, parce que tout simplement, celles-ci n'ont pas les fonds, le capital nécessaire pour financer une procédure de règlement d'un différend très longue et très coûteuse. En revanche, il y a également des entreprises du secteur de la technologie qui sont très grandes, qui ont une grande quantité de ressources et d'expérience et de compétences en la matière. Donc nous devons ratisser large, couvrir tout le spectre des entreprises du secteur de la technologie, les grosses entreprises, donc les mastodontes, les petites et moyennes entreprises, les startups, de manière justement à fournir à ces entreprises des services et notamment des solutions qui seront adaptées à leurs besoins en fonction de la taille de l'entreprise. J'espère en tout cas qu'ensemble, nous serons en mesure d'atteindre cet objectif. Nous espérons justement pouvoir continuer de dialoguer avec vous tous, avec tous les acteurs du secteur, avec tous les experts en la matière. Patricia. Merci Patricia. Je pense que votre commentaire sur la signification de différents liés aux technologies
ou entreprises travaillant dans le secteur des technologies relève de la disposition 1 qui traite de la portée et de la définition des différends dans le projet d'article. Nous avons aussi l'équipe de la juridiction du Royaume-Uni qui a adopté un règlement en la matière. J'aimerais donc donner la parole à Maurice Aka, qui va nous présenter le point de vue de son équipe spéciale. Merci, bonsoir depuis l'Angleterre. C'est un honneur et un plaisir de pouvoir intervenir au sujet de l'équipe spéciale de la juridiction du Royaume-Uni pour la résolution des différends liés aux technologies. Je suis membre donc de cette équipe spéciale, une initiative appuyée par le gouvernement menée par Lowtech UK, créée par notre secrétaire d'État de la Justice. L'objectif est de renforcer le rôle de la technologie dans les services légaux et juridiques pour le bien de la société, de l'économie, et pour nous démontrer que le droit britannique et sa juridiction peuvent être à la base des technologies de registre distribués, des contrats intelligents et autres technologies de pointe. Vous le savez peut-être, fin 2019, il y a bien longtemps, notre équipe a publié une déclaration juridique officielle sur le statut des cryptoactifs et des contrats intelligents. L'objectif était d'établir une base solide dans notre juridiction. Nous y abordions toute une série de questions sur la façon dont ces questions pouvaient être traitées dans le droit anglais. Ce document a été bien reçu par le secteur. Je suis ravie de vous indiquer que cela a été suivi de verdicts au Royaume-Uni et ailleurs. Et notre document a été cité dans plusieurs juridictions à travers le monde. Tout comme on en a discuté pour ce qui est du règlement de la CNUTI sur l'arbitrage accéléré, la résolution rapide des différends est essentielle pour l'économie numérique en pleine croissance. Notre équipe s'est donc attelée à un projet supplémentaire pour répondre à ce besoin. Nous avons procédé à de vastes consultations publiques et privées avec des juristes, des experts techniques, des services financiers et les parties commerciales. Ensuite, en avril de l'année dernière, nous avons publié le règlement sur les différends liés aux technologies. Je suis ravie de vous dire qu'il a été bien accueilli, qu'on l'a considéré comme étant novateur et innovant. Cela s'applique non seulement aux différends liés aux contrats intelligents, mais à tous les différends liés aux technologies, en fait presque à tous les différends. J'aimerais aujourd'hui vous présenter notre processus de réflexion et les discussions qui se sont tenues pendant la rédaction de ces règles. J'aimerais aborder certains aspects inhabituels et je suis convaincue que certaines questions vont recouper les travaux du groupe de travail. Le point de départ est de savoir quel type de différend était le plus approprié. Nous nous sommes penchés sur les travaux des tribunaux et sur les différents cas de résolution rapide, et nous nous sommes décidés sur l'arbitrage afin d'atteindre deux objectifs. Premièrement, la souplesse de la procédure pour répondre aux besoins de l'affaire, et deuxièmement, la sélection d'arbitres suffisamment qualifiés. Nous avons voulu nous assurer que les règles soient les plus brèves et les plus faciles à comprendre afin que les néophytes, notamment les représentants du secteur de la technologie, puissent les comprendre. Il y a 16 règles qui ne prennent que quelques pages de papier. Nous avons tenté de les rédiger de la façon la plus simple possible. Elles sont accompagnées de directives, notamment de questions fréquemment posées, qui ne sont pas des questions contraignantes. La question suivante était de comprendre quelles sont les technologies concernées, ou en tout cas tenter de les comprendre. Cela a nourri notre processus. Nous n'avons pas sélectionné d'institution d'arbitrage. Rien n'empêche les parties de choisir telle ou telle institution d'arbitrage. Nous avons prévu un tribunal nommé par un organe de sélection, la Société pour les ordinateurs et la législation, un organe d'éducation au Royaume-Uni, dont la plupart des juristes spécialistes des technologies sont membres.
et qui a accès à la plupart des professionnels du secteur. Il n'y a pas de véritable arbitre en la matière. La société n'a aucun rôle après la sélection. Elle peut simplement publier des statistiques anonymes et si les parties l'acceptent, présenter les décisions de façon anonyme. Étant donné la situation, il serait utile de disposer de législation concernant les nouvelles technologies et de tenir compte des décisions précédentes. Nous estimons que ces verdicts, si possible, devraient être publiés. Bien évidemment, la confidentialité des données est essentielle, elle est conservée. Les parties doivent accepter la publication des informations sous façon anonyme. Le délai prévu est assez court. La réponse initiale à une notification de contestation doit être fournie dans les 3 jours. L'objectif est d'informer l'organe de sélection du choix du tribunal. L'organe de sélection peut déterminer le nombre d'arbitres, mais la décision n'est pas contraignante. Qu'en est-il de la suite ? L'avantage de l'arbitrage, c'est sa souplesse, la possibilité d'ajuster la procédure à telle ou telle affaire. Très souvent, les arbitres, par habitude, choisissent les mêmes procédures pour chaque affaire. Nous voulions encourager les arbitres à renoncer à cette attitude. Heureusement, au Royaume-Uni, nous avons une procédure par défaut souple dans notre législation de l'arbitrage. Cela donne beaucoup de marge de manœuvre aux arbitres qui peuvent être appuyés par des tribunaux. Nous voulons donc que la procédure soit la plus ouverte possible. C'est à l'arbitre et aux parties de déterminer la procédure à condition que la justice soit respectée. Les règles, néanmoins, sont rédigées pour encourager une décision rapide et la prise en compte rapide des technologies. Nous espérons que cela permettra aux arbitres de faire montre d'inventivité. Il y a un délai important. Le tribunal doit mettre tout en œuvre pour se prononcer dans les 30 jours après sa nomination et sa création. C'est la différence par rapport à la pratique habituelle. Cela permet d'établir une procédure rapide et il n'y a pas de droit absolu à une audience à l'oral. Le verdict peut être numérique, mais il doit être signé. Il peut s'agir d'une signature numérique ou d'une clé cryptographique. Il n'y a pas d'appel. Il y a une possibilité de remise en question de la nature de la procédure. Le tribunal a le choix quant à la forme que prennent les preuves. Les preuves peuvent être présentées sous forme numérique. C'est une des dispositions qui, en fait, dans le droit anglais est prévue, mais qui est mentionnée expressément dans les règles afin d'encourager les parties et le tribunal à y réfléchir. Enfin, j'aimerais mentionner 2 aspects novateurs des règles. Premièrement, la disposition prévoit que l'arbitrage doit être mené de façon anonyme ou pseudo-anonyme. Les parties doivent être connues du tribunal. Le tribunal doit être au courant des réglementations de blanchiment d'argent et de risques d'abus. Mais si les parties l'acceptent, elles ne doivent pas fournir leur identité à l'une ou l'autre, sauf si le tribunal estime que c'est nécessaire. Cela permet de garantir l'autonomie des parties et de répondre aux questions d'intérêt liées aux différentes des crypto-devises. Enfin et deuxièmement, le tribunal a la possibilité de gérer, modifier, signer, supprimer tout actif numérique pertinent aux différends en utilisant une signature numérique ou une clé cryptographique. Nous devrons voir comment cela se passe dans la pratique. Les arbitres devront donc peut-être déterminer leur verdict sur une chaîne de blocs. Ils devront également entendre le point de vue des parties. Certaines questions n'ont pas été abordées. La consolidation des décisions d'arbitrage, cela peut être important lorsqu'il y a plusieurs parties, par exemple dans des chaînes de transactions, de chaînes de blocs ou d'autres résolutions de différends telles que la résolution automatique des différends par intelligence artificielle ou la détermination par des experts. Mais je voulais vous présenter une idée de la situation. Les règles sont neuves. Nous savons que certaines entités les ont adoptées. Nous nous réjouissons de voir comment elles évolueront dans la pratique. Merci.
Merci d'avoir fait part de l'expérience du Royaume-Uni, Lauren Saka. Merci de nous avoir parlé de ces règles. Nous avons donc entendu nos différents intervenants qui ont abordé la question des différends liés aux technologies, qui ont tenté de nous présenter des possibilités de disposition. Vous le voyez au document de travail 224, le secrétariat a préparé certaines dispositions sur lesquelles nous pouvons travailler. Je commence tout de suite par l'article 1, projet d'article 1 qui prévoit une définition assez générale des différends. Vous avez entendu les préopinants. Nous devons d'abord bien comprendre ce que signifie un différend lié aux technologies. Qu'est-ce qu'une entreprise travaillant dans le secteur de la technologie ou une start-up? Le projet de disposition 1 est assez vaste. S'agissant de cet article, nous avons 2 experts qui ont préparé la disposition. Je vais donner la parole à Shai, ensuite au président, qui vont nous présenter les définitions. Je pense qu'en abordant les définitions, nous aurons la possibilité aussi d'aborder la portée des travaux de la CNUPSI. Sur ce, Shai, Andrés. Je vais tout d'abord intervenir, puis Shai entrera dans les détails. Très bien, le président a la parole. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, je vais aborder certains éléments généraux des définitions abordées dans le projet de disposition pour ce qui est des différends liés aux technologies. Suite à quoi Shai entrera dans les détails techniques. Le projet de disposition 1 a été préparé dans l'idée que les projets d'articles nécessiteraient l'accord des parties pour être appliqués, que ce seraient donc des dispositions qui doivent être acceptées conformément au règlement sur l'arbitrage accéléré. La question de l'applicabilité relève donc des parties. C'est aux parties de décider si elles utilisent ces règles ou non. Deuxièmement, peu importe les définitions, ces définitions n'ont pas de fonction normative, n'ont pas d'influence sur l'applicabilité du projet de règlement. Toutefois, il est essentiel de savoir ce que l'on entend par différends liés aux technologies. L'objectif de ce règlement est de créer un mécanisme de règlement des différends liés aux technologies. Donc, comme point de départ, il convient de connaître la portée et la question du travail à abattre. Deuxièmement, il convient d'établir un cadre de fonctionnement des dispositions afin de préciser l'objectif et l'utilisation de ce règlement. Pour cela, nous nous sommes aussi concentrés sur l'évaluation de la question. Je donne maintenant la parole à Shai qui va aborder les aspects techniques des définitions. Merci. Merci beaucoup, Andrés. Petite introduction. M'entendez-vous? Je ne vois que l'écran. Nous vous entendons bien. Introduction. Je me présente. Je suis partenaire dans un cabinet en Israël. Je suis spécialiste en matière d'arbitrage international. Je suis membre de la Cour de Londres d'arbitrage international. S'agissant des définitions, je pense que la définition telle que nous l'avons rédigée atteint 2 objectifs.
Premièrement, la définition nous donne une définition ouverte, vaste, au premier paragraphe, que les parties peuvent utiliser. Le groupe de travail pourrait ensuite utiliser cette définition pour déterminer la portée des travaux à abattre. Mais selon moi, le plus important, c'est que cela permet de déterminer les types de différends et les caractéristiques de chaque différend. Dans la note d'explication qui accompagne le projet de disposition, nous présentons des exemples de différents qui, selon nous, sont des différents liés aux technologies. Nous indiquons également ce qui, selon nous, ne constitue pas un différent lié aux technologies. Je reviens donc à ce qui a été dit sur le centre de médiation de la Silicon Valley. Nous en avons tenu compte. Toutefois, même si la définition d'une entreprise du secteur des technologies est pertinente, ce n'est pas le plus essentiel pour notre travail. Et ce, parce que même les entreprises du secteur de la technologie connaissent des différends qui ne sont pas liés aux technologies et qui ne nécessitent donc pas d'un règlement spécial. Toutefois, chaque compagnie utilise les technologies. Et il pourra donc y avoir des différends liés aux technologies qui n'impliqueront pas des entreprises du secteur des technologies. Par exemple, le secteur bancaire, de la construction, ce ne sont pas par définition des entreprises travaillant dans le secteur des technologies. Nous avons donc tout d'abord rédigé le premier paragraphe qui nous présente une définition générale, vaste. Ensuite, et Andrés l'a dit, il ne s'agit pas d'une définition normative, mais nous estimions que certains cadres étaient nécessaires. Ce que nous fournissons au paragraphe 2, nous indiquons que les différends liés aux technologies peuvent être de nature diverse et porter sur différentes questions, et donc ces différends peuvent être très variés. Lorsque nous avons commencé notre travail au sein du groupe d'experts, nous avons examiné la définition de la Cour suprême américaine sur les questions de pornographie et d'obscénité. Il est très difficile de définir ce qu'est un différend lié aux technologies. Mais pour ce qui est du fond de la question, on en reconnaît un lorsqu'on en voit un. C'est donc difficile à définir, mais lorsque l'on est face à un différend de ce type, nous savons que c'est un différend de ce type. Voilà pourquoi nous avons tenu compte des exemples que nous avons trouvés. Dans la définition, nous tentons de concilier deux questions en concurrence l'une avec l'autre. Premièrement, la question de l'expertise, la nécessité de la participation d'experts pour le règlement des différends, et deuxièmement, la nécessité d'un règlement accéléré du différend. Ces deux intérêts sont parfois en conflit et nécessitent de trouver un équilibre délicat et fragile. Cela n'apparaît pas dans la définition, mais en rédigeant la définition, nous avons tenté d'aborder ces deux éléments. Ce qui a été véritablement difficile, c'est que certes on peut identifier
des différends profondément liés aux technologies, mais parfois les différends sont plus subtils. Parfois il s'agit de différends entre actionnaires ou entre investisseurs, et ces différends ne sont pas toujours totalement et purement liés aux technologies. Donc, même si ces différends ne sont pas directement liés aux technologies, ils sont indirectement liés aux technologies et sont donc en fait fondamentalement technologiques. Cela permet selon moi de résumer la définition. Dans les notes explicatives, nous tentons de présenter des exemples spécifiques de situations, de technologies qui peuvent constituer des différends liés aux technologies. Nous avons beaucoup débattu quant à savoir si nous devions intégrer ces exemples ou non dans la définition. Nous ne les avons pas ajoutés parce que si ces règles sont adoptées sous leur forme actuelle ou sous une autre forme, les technologies à venir et les différends liés aux technologies, lorsque ces règles seront mises en œuvre dans plusieurs années, auront grandement changé par rapport à aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons décidé de ne pas inclure ces exemples dans la définition, mais de les présenter dans la note d'explication qui pourra être mise à jour de façon distincte. Merci. Merci. Sur ce, j'ouvre le débat pour des commentaires sur la définition ou si vous avez des questions à poser aux orateurs qui se sont exprimés avant vous. Donc, vous pouvez poser des questions à Shai, mais aussi à tous les orateurs qui se sont exprimés avant. Y a-t-il des demandes d'intervention? I'd like to give the floor first. La Suisse, suivie de la France. Merci. J'ai une question pour ce qui est de l'utilisation de technologies de pointe, mais qu'en est-il donc de ces différents qui ne sont pas liés aux technologies? Cela revient donc au fond de la définition. Est-ce qu'il y a des éléments qui ne relèvent pas de cette définition, étant donné le fait que, par exemple, des différends entre actionnaires peuvent être considérés comme des différends liés aux technologies? Je vais donner la possibilité aux auteurs de réfléchir. Donc, tout d'abord, la France et aussi en ligne. Je voulais remercier le secrétariat et les intervenants pour leur exposé et pour ce projet qui est intéressant à différents égards. J'aurais deux questions. L'une qui rejoindrait celle de la Suisse, à savoir, c'est sous certains de ces aspects extrêmement larges comme définition, de telle sorte qu'on a du mal à voir ce que ça ne recouvre pas. Et donc, ça pose la problématique de l'articulation avec l'arbitrage commercial classique. Et c'est un sentiment qui se vérifie un peu par la suite à la lecture des articles proposés, qui, à certains égards, pourraient très bien être introduits dans la loi modèle ou dans un règlement d'arbitrage quelconque. Donc on se demande quelle est véritablement la spécificité. Et d'un autre côté, c'est tellement large que ça inclut, me semble-t-il, aussi des questions relatives à la propriété intellectuelle, ce qui est un domaine, pour le coup, très particulier, sur lequel un certain nombre d'États sont extrêmement jaloux de la compétence de leurs organes juridictionnels, c'est-à-dire qu'ils estiment qu'à certains égards, leurs juges ont une compétence exclusive sur ces questions. Donc, à
ce moment-là, comment s'articulerait cet arbitrage avec cette conception très jalouse qu'ont les États de leur pouvoir juridictionnel sur les questions relatives à la propriété intellectuelle? Et, ce qui est une question annexe, est-ce que ce projet a été élaboré avec l'OMPI, ce qui serait un moyen finalement d'essayer d'inclure cette réflexion sur la propriété intellectuelle? Est-ce que l'OMPI fait partie des experts ou certains représentants? Quels sont exactement les experts qui ont participé à l'élaboration de ce projet? C'est le type de question que suscite cette définition, qui est très intéressante, mais qui pose un certain nombre de questions. Thank you. Merci. Le secrétariat a aussi des réponses, mais nous allons entendre la liste des intervenants. Israël, en ligne. Tout d'abord, un commentaire général sur la rédaction. Ensuite, je vais aborder les commentaires, en tout cas du point de vue d'Israël. Paragraphe 2. Il s'agit donc d'une liste non exhaustive. Après les termes out of, on pourrait en jeter un inter alia, entre autres. Pas uniquement les questions de propriété intellectuelle, mais aussi l'ingérence dans les droits, les mise en œuvre, l'exécution retardée, défaillante de logiciels. Pour répondre à la question de la Suisse et de la France, nous nous sommes heurtés à ces difficultés dès le début. Nous n'avons pas de réponse définitive, mais nous pouvons dire que la définition, selon nous, doit tenir compte de différends pour lesquels des règles bien spécifiques sont nécessaires. Nous voulons donc éviter une définition trop vaste intégrant tous les types de différends, mais plutôt les différends pour lesquels une expertise technique est requise, les différends pour lesquels une solution rapide est nécessaire, les différends pour lesquels la confidentialité, l'accès aux preuves pour la gestion de l'instance est particulièrement importante. Voilà pourquoi la définition, selon nous, est adéquate. Nous pouvons en discuter. Nous pourrions la restreindre, la modifier pour mieux refléter ces différends. Pour ce qui est de la propriété intellectuelle, la proposition initiale du Japon et d'Israël excluait cela, pas pour des questions territoriales, mais bien parce que l'OMPI dispose déjà de règlements d'arbitrage. Ce n'est pas uniquement que les États sont très jaloux de leur propriété intellectuelle, mais surtout parce qu'il existe déjà un texte sur les différends liés aux droits de propriété intellectuelle au niveau international, mais nous sommes prêts à coopérer avec l'OMPI et envisager des possibilités de coopération sur la question. Merci. Thank you. Next on the list. Merci. La Chine, s'il vous plaît. Merci, Jay. Alors, pour ce qui est de ce projet de disposition, définition notamment la définition de la technologie, à l'instar des orateurs qui m'ont précédé dans l'usage de la parole, nous pensons que cette définition ratisse trop large. Nous pensons qu'il faudrait définir de manière plus précise un différend lié aux technologies. Qu'est-ce que c'est exactement? Quelle est la portée de ce concept?
En outre, nous devons prendre en considération le fait que selon les systèmes juridiques, la portée des affaires qui peuvent être soumises à l'arbitrage n'est pas le même. En Chine, il y a par exemple des différends concernant les droits de propriété intellectuelle ou la propriété intellectuelle qui relèvent de différends administratifs et qui par conséquent ne peuvent pas être soumis à la procédure d'arbitrage. Merci. Yes, we do also have to think. Oui, effectivement, il faut prendre en considération la possibilité d'appliquer l'arbitrage ou pas. Léon? Léon, s'il vous plaît. Soyez concis, s'il vous plaît. Yes, please go ahead. Allez-y. Yes. I would like to say about the mediation in Alors, je voudrais revenir sur la question de la médiation et les technologies de communication en la matière. Parce que nous faisons déjà tout cela. Dans ce document, dans les points 1 et 2, il y a déjà beaucoup d'éléments. Mais rien n'est dit sur les différends entre ceux qui élaborent les logiciels, par exemple, et l'entreprise. Il n'y a rien de véritablement trop technique. Lorsque vous mettez en place un règlement des litiges en ligne, vous devez disposer de la technologie nécessaire pour pouvoir disposer de la technologie pour ce faire. Faire de la médiation par Zoom, c'est pas possible. Ensuite, vous devez disposer d'informations technologiques, des systèmes qui garantissent la confidentialité. I think. that's my question. Thank you. I think the use of Merci. Oui, effectivement, l'utilisation de la technologie dans les procédures d'arbitrage, nous en avons parlé, effectivement. Je pense que cependant, ce matin, nous parlons de quelque chose de différent. Nous parlons du règlement des différends liés aux technologies. Dear Madam Sir, Merci, monsieur. Alors, je pense que nous devons précisément définir les différents liés des technologies. Ensuite, les choses ont beaucoup évolué depuis. Je pense que la technologie a changé véritablement les choses et la technologie doit être mise au service du règlement des différends. Je pense que si nous adoptons les méthodes traditionnelles de règlement des différends, eh bien, notamment pour ce qui est des différends liés aux technologies, eh bien, les procédures seraient beaucoup plus longues. La justice, l'administration de la justice s'en verrait retardée. Je pense que la technologie peut justement peut permettre d'accélérer les procédures de règlement des différends en ligne, peut accélérer justement le règlement des différends liés aux technologies. Je vous renvoie au rapport du groupe de travail numéro 4 sur le commerce électronique, sur le travail accompli à l'occasion
de sa 56e session en avril 2018. Le groupe de travail est convenu d'ajouter une section dans son document sur le règlement des différends en ligne, étant donné l'importance de ces mécanismes dans les différends liés aux transactions basées sur le nuage, par exemple, l'informatique en nuage. Si le groupe de travail sur le commerce électronique prend en considération, est capable de prendre cela en considération, pourquoi ne sommes-nous pas, nous, en mesure de prendre en considération le travail accompli par la CNUTSI déjà sur le règlement des différends ou des litiges en ligne? Je reviendrai un petit peu plus tard sur des logiciels qui peuvent être utilisés. Je pense que je n'ai pas suffisamment de temps à ce stade, puisque vous nous avez demandé d'être concis. Donc j'y reviendrai éventuellement plus tard. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant donner la parole au délégué de l'Australie, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons demandé la parole pour dire que nous pensons que les définitions sur ce qu'est la technologie doivent ratisser large par définition, parce que la technologie évolue rapidement aujourd'hui et on ne peut pas revenir tous les 5 ou 10 ans ici pour redéfinir ce qu'est la technologie, revoir la définition. L'intelligence artificielle, la géolocalisation, etc. sont des technologies qui vont évoluer. Moi, j'ai un iPhone à la main. Ça n'existait pas il y a 15 ans, le iPhone. Donc, par définition, je crois que la définition doit être large, vaste. Il faudra peut-être qu'on modifie les choses, en tout cas, ici et là, mais nous serions en tout cas favorables à une définition plus large. Merci beaucoup. Merci. Avant de rendre la parole aux auteurs de ces projets de disposition, sachez qu'au niveau du secrétariat, nous avions en fait le même avis que vous. Le groupe de travail, lorsqu'ils examinent des textes, la première chose qu'ils veulent aborder, c'est la question des définitions. Et la question suivante qui se pose, le groupe de travail dit qu'il veut tout d'abord voir le projet de disposition avant de trancher la définition. Nous avions pensé que lorsque nous passerions à l'examen des projets de disposition, le groupe de travail poserait la question de savoir quel est le type de règlement différent dont nous parlons. C'est la raison pour laquelle nous abordons les définitions. Alors, c'est vrai, peu de technologies qui sont mentionnées dans la définition. On a parlé de la question du droit de propriété intellectuelle. Effectivement, on a parlé des différences sur la propriété intellectuelle. Et dans ce cas-là, il faudrait nous adresser à l'OMPI, effectivement. Si les parties veulent examiner ces projets de disposition et voir quand celles-ci peuvent être utilisées, le projet de disposition 1 avec les définitions pourrait donner une indication aux parties du type de différend, ou dans quelles circonstances en tout cas, ou dans quel type de différend ces projets de disposition ou ces dispositions types pourraient être utilisées. Nous ne considérons pas qu'à ce stade il s'agisse de dispositions qui doivent être intégrées dans les dispositions, mais qui pourraient tout simplement être une orientation à l'attention des parties ou pour le travail à accomplir ou qui sera accompli par le groupe de travail. Yes, and as Madame Secretary has mentioned, Effectivement, comme l'a dit Madame la secrétaire, l'idée c'était tout simplement de débroussailler un petit peu le travail à accomplir par le groupe de travail sur le règlement des différends liés aux technologies. Avant de donner la parole aux auteurs de ce document de travail, je donne la parole aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci au secrétariat et merci à ceux qui ont pris la parole jusqu'à présent, qui nous ont tous donné matière à réflexion. Je vais me faire l'avocat du diable ici et peut-être revenir sur la question des
questions qui ont été posées par la France et par la Suisse. Parce que je pense qu'effectivement, il y a une question qui se pose, à savoir, avons-nous véritablement défini quelque chose qui couvre un univers bien défini? On pourrait parler d'un soc, par exemple, d'une charrue. Donc, c'est une technologie qui a fait ses preuves. Je pense qu'il est important, cependant, lorsqu'on parle de ce genre de choses, de différents liés aux technologies, je pense qu'il est bon de commencer par les définitions. Je pense que, comme le veut la tradition au niveau du groupe de travail, on pourrait laisser cela de côté parce qu'il est possible qu'au final, on élabore des règles qui sont beaucoup plus fonctionnelles, qui pourront s'appliquer à d'autres technologies, à d'autres industries, pardon, qui ont des pratiques similaires. Mais comme je l'ai dit, je me fais l'avocat du diable. Mais je pense qu'il faut quand même garder cet élément à l'esprit. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Étant donné qu'il n'y a pas d'autres demandes de parole, Shai, s'il vous plaît, ou Andrés, est-ce que vous voulez répondre aux questions qui ont été soulevées, aux observations qui ont été faites sur la définition? Oui, bien sûr, Jay, merci si vous me le permettez. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier les délégués et les observateurs pour leurs observations. Nous les en remercions. Je voudrais tout d'abord revenir sur la question de la portée de la définition. Est-ce que nous ratissons ici trop large? À la fin de mes remarques tout à l'heure, j'ai dit que cette définition et que cette note explicative que nous avons ajoutée à la définition avait pour but, comme l'a dit le délégué de l'Australie, avait pour but non seulement de refléter les technologies existantes, mais les technologies qui existeront à l'avenir. Ainsi, dans une certaine mesure, cela suppose que nous devons opter ici pour une définition plus générale plutôt qu'une définition plus restrictive. Alors, il est possible qu'à un certain stade, ou un stade, on se pose la question si le différend dont on est saisi relève de cette disposition ou pas. Mais comme l'a dit la secrétaire, il ne s'agit pas ici de conclure, de dire à quel type ces projets de disposition à quel type de différends ils s'appliqueront. C'est juste un guideline, pour ainsi dire, un document d'orientation à l'attention du groupe de travail. Voilà. Je voulais juste préciser ces deux points. Ensuite, pour ce qui est de la question d'Israël, de savoir si on peut effectivement essayer de définir ou de préciser les choses de manière à mettre les choses dans des boîtes en fonction de leurs caractéristiques, je dirais qu'à ce stade, c'est très difficile. Et je me demande même si nous serons en mesure de le faire, au final, d'y arriver. Parce que, comme je l'ai expliqué au cours des explications que j'ai fournies tout à l'heure, et comme c'est d'ailleurs expliqué dans les notes explicatives dans ce document, il y a des différends qui sont des différents liés à la technologie, mais qui ne sont pas présentés en tant que tels. Ensuite, si l'exigence en matière de célérité découle de l'identité des parties et de leurs caractéristiques, s'il s'agit d'une jeune pousse, d'une start-up, elle ne va pas survivre 6 mois, 1 an ou 2 ans, donc une procédure d'arbitrage de cette longueur-là. Par conséquent, ce ne sont pas les caractéristiques du différent, mais les caractéristiques des parties qui feront qu'on devra appliquer un certain type de règles au traitement de ces différents plutôt que d'autres. Voilà les réponses générales que je voulais apporter aux questions et aux observations qui ont été faites. Je ne sais pas si Andrés voudra ajouter quelque chose à ce que j'ai dit. Thank you. Merci. Merci, Shai. Je pense qu'afin d'économiser du temps, je voudrais tout simplement souligner ce qui a été dit par Jay et ce qui a été dit au début. C'est aux parties de de choisir les règles. Cette définition a pour but de fournir des orientations, de déterminer une portée,
Elle peut, de toute façon, cette définition peut être améliorée, comme l'a dit Israël. L'idée, c'est ici, l'idée de cette définition, c'est de comprendre de ce dont on parle, de ce dont on traite ici, de définir le contexte dans lequel tout cela s'inscrit. Mais l'objectif n'est pas ici de définir l'applicabilité des règles. Je l'ai dit, ceci pourrait faire l'objet d'orientation. On pourrait expliquer aux parties la portée de ces règles. Merci. À moins qu'il y ait d'autres demandes de parole, je voudrais continuer l'examen de ce document. Donc je voudrais revenir sur le projet de disposition 3 sur les conférences de gestion d'instances. Quand celles-ci doivent avoir lieu et dans le règlement des différends liés à la technologie et qu'est-ce qu'on doit faire. Alors on va écouter Christian, Takeshi. Nous avons 3 orateurs qui vont donc nous présenter ce projet de disposition 3. Christian, si vous êtes prêt. Oui. Est-ce que vous me voyez? Oui, vous me voyez. Mesdames et messieurs les représentants, c'est un honneur pour moi que de vous présenter en premier, au nom de Elisabeth Stang et de Takashi Takashima, le projet de disposition 3. Elisabeth est juge spécialisée dans les banqueroutes depuis 2003, dans les faillites. Elle a mis son expérience au service de son expérience de 20 ans, juriste, représentant des sociétés financières, de grandes entreprises dans le traitement de différends. Elle a également été arbitre pour l'autorité de réglementation et elle a servi de médiateur dans un grand nombre de différends. Elle a formé des juges dans 25 pays sur plusieurs continents et elle est déléguée dans les groupes 2, 5 et 6 de la CNUTSI. Takashi Takashima représente le ministère de la Justice du Japon. Il est rapporteur du groupe de travail numéro 2. Il a travaillé pendant 12 ans en tant que juge et a été saisi du règlement de plusieurs différends à Tokyo, à Osaka. Il a connu de plus de 1000 affaires en matière de droit civil et c'est un spécialiste des conférences de gestion d'instances. Enfin, en ce qui me concerne, je suis membre du conseil des arbitres de la Chambre d'arbitrage de Milan. Je suis également professeur de droit à l'université de Graz. Permettez-moi de vous présenter ce projet de disposition numéro 3. On nous a demandé de réfléchir à l'importance des conférences de gestion d'instances, notamment dans le règlement des différends liés à la technologie. Nous avons échangé justement les procédures que nous suivions lors des conférences de gestion d'instances et nous nous sommes réunis par visioconférence et nous avons décidé que lorsque les différends ont une dimension temporelle très très importante, il était important donc de mettre l'accent sur les conférences de gestion d'instances. Après cette première réunion, nous sommes basés sur notre expérience personnelle en la matière, mais nous sommes également allés nous inspirer des règles où cette question est déjà mentionnée. Je vous renvoie par exemple à des notes sur l'organisation des procédures d'arbitrage de la CNUTSI, le règlement d'arbitrage accéléré de la CNUTSI,
le règlement ou règle d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale et également ce qui a été fait par le CIRDI. Nous avons essayé d'établir un équilibre entre la prévisibilité et la souplesse. Nos dispositions ne devraient pas non plus être trop prescriptives. Cependant, elles devraient fournir des orientations. Et à cet égard, nous avons recensé 3 questions qui, à nos yeux, devraient être tranchées, les autres pouvant être tranchées par le tribunal, à savoir la date de l'organisation de cette conférence de gestion d'instance, son caractère obligatoire ou pas, le programme de travail de celle-ci, ainsi que les questions d'organisation. Alors, très rapidement, permettez-moi d'aborder ces 3 questions. Alors, cela va sans dire, la gestion d'instance est particulièrement utile au début de tout processus juridique, notamment lorsque le processus est aussi complexe que dans le cas d'arbitrage lié à des différends ou même lié à la technologie. Une conférence de gestion d'instance initiale, nous en sommes convenus, est nécessaire. Cependant, ensuite, nous avons eu plus de difficultés à convenir d'une limite de temps. Et si cette limite de temps devait être imposée, quelle serait cette limite de temps? De combien de temps est-ce que l'on parlerait? Alors bien sûr, la gestion d'instance, la conférence de gestion d'instance doit avoir lieu au début. Mais ceci n'est utile que lorsque le tribunal a été informé des données de l'affaire, a été briefé et pour maintenir la plus grande souplesse, nous proposons de nous abstenir de présenter donc une date butoir ou un délai et de dire tout simplement que la conférence de gestion d'instance devrait intervenir dès que possible après sa constitution. C'est ce qui est dit après la constitution du tribunal d'arbitrage et avant toute autre audience. La deuxième caractéristique de cette conférence de gestion d'instance initiale, sa deuxième caractéristique, c'est son caractère obligatoire. Alors nous sommes conscients du fait que ceci limiterait bien sûr le pouvoir discrétionnaire ou la discrétion du tribunal. Cependant, nous pensons que les avantages de la tenue le plus tôt possible de cette conférence de gestion d'instance dépassent de loin les inconvénients de sa non-tenue. Si celle-ci a lieu par visioconférence, elle pourrait avoir lieu le plus vite possible. En outre, des gestions d'instance peuvent être par la suite organisées à intervalles réguliers ou à tout moment important de la procédure. Ceci pourrait s'appliquer à des conférences de gestion d'instance avant audience ou conférences de gestion d'instance demandées par une partie. Là encore, comme je l'ai dit, le maître mot, c'est la souplesse, la flexibilité de la procédure. Je passe maintenant à l'ordre du jour. Vous trouverez dans ce projet de disposition 3 une liste détaillée des points examinés lors de cette première réunion. La conférence de gestion d'instance et le forum dans lequel toutes les questions de procédure doivent être traitées, abordées. Il est donc difficile d'élaborer une liste exhaustive de toutes les questions devant être examinées. Nous avons voulu ensuite éviter que ces règles ne deviennent trop répétitives. Donc au niveau de si on répète les mêmes choses concernant la première conférence de gestion d'instance et la suite de la procédure. Cependant, nous avons quand même voulu donner des orientations de qualité. C'est la raison pour laquelle, à la fin, nous avons quand même opté pour une liste de 9 questions. Mais cette liste n'est qu'une illustration, une source d'inspiration. Elle n'est en aucun cas prescriptive et elle peut en outre également être utilisée pour
soulever une question particulière lors de la conférence de gestion d'instance, question soit soulevée par le tribunal arbitral ou par l'une des parties. Vous aurez remarqué que nous proposons également d'intégrer ces questions dans le corps du texte, mais là encore, c'est une question qui peut faire l'objet d'un débat. C'est une question qui pourrait être mentionnée tout à fait dans une annexe. Ensuite, pour ce qui est des questions d'organisation, là encore, toutes les dispositions relatives à l'organisation ne sont que des suggestions. Elles ne sont pas, comme je l'ai dit, prescriptives. Et la question sans doute la plus importante, c'est que la conférence de gestion d'instance peut être organisée en utilisant tout moyen technologique que le tribunal arbitral pourrait juger opportun. Et ceci couvrirait bien sûr les modalités, donc conférences téléphoniques, les visioconférences et toute autre modalité de communication pouvant faire son apparition à l'avenir, mais également pourrait recouvrir la réunion traditionnelle en personne, donc en présentiel. Nous proposons également que les parties participent à cette conférence de gestion d'instance, le cas échéant avec un représentant juridique, avec un conseiller, mais également avec des experts spécialistes de la technologie faisant l'objet du différend. Nous avons également proposé une disposition dans laquelle il est dit que le tribunal doit toujours avoir la possibilité de poser des questions. Il est évident que ces questions doivent être posées conformément à la procédure. La régularité de la procédure doit être respectée et toutes les parties, tous les participants doivent avoir la possibilité de se prononcer. Ensuite, nous nous sommes délibérément abstenus d'aborder d'autres questions d'organisation. Ceci relève du tribunal. Celui-ci devra décider si donc avant la conférence de gestion d'instance, les parties doivent recevoir des informations, s'il faut établir un procès verbal, s'il faut donc un procès verbal donc verbatim, s'il faut faire un compte rendu, s'il faut qu'il y ait éventuellement une traduction. Là, c'est au tribunal de décider, l'objectif étant de donner la plus grande souplesse à la procédure. Voilà, ceci étant dit, je donne maintenant la parole à mes collègues Elisabeth et Takashi. Merci beaucoup. Christian, many thanks. Christian, merci beaucoup. Je suis Elizabeth Stone. Est-ce que j'ai mis le son et l'image, la caméra et mon micro? Je vois que vous acquiescez, donc je pense que vous pouvez me voir et m'entendre. Chers amis, chers collègues, c'est un plaisir pour moi que d'être présente parmi vous, même à distance, pour examiner ces questions, pour vous présenter le point de vue d'un juriste, d'un arbitre et maintenant juge, avec donc une expérience de plus de 20 ans. J'exhorte le groupe de travail. Je l'exhorte à examiner les suggestions qui ont été faites ici par mes collègues et moi-même concernant la conférence de gestion d'examen. Comme vous l'avez dit, nous avons recommandé au groupe de travail le fait de dire donc dès que possible après sa constitution et avant toute audience, le tribunal arbitral traite une première conférence de gestion d'instance pour consulter, etc. Donc la rendre obligatoire à la première et ensuite que celle-ci ait lieu à intervalles réguliers à des moments importants de la procédure. Ensuite, pour aborder des questions donc, de participation, etc., le tribunal pourra en déterminer. Christian vous a présenté les points positifs donc, de cette conférence de gestion d'instance destinée à développer la relation entre les arbitres, entre les parties, avec le tribunal. Je peux vous dire que dans d'innombrables affaires, et je les ai comptées même, j'ai pu voir que ce type de dialogue, dès le départ, est très positif. Cela permet de réduire le nombre de différends qui pourraient justement apparaître dans une procédure assez complexe. Et
En effet, les procédures judiciaires, s'il n'y a pas notamment de consultation avant, donnent lieu à de nombreux différends. Très souvent, et là je le dis à la lumière de mon expérience, ce type de dialogue peut permettre un traitement des questions et peut même déboucher sur un règlement à l'amiable. Bien sûr, tous ces commentaires ne sont que des aspirations, mais elles sont enracinées dans la pratique qui a été la mienne, dans mon expérience. J'ai présidé 49 624 affaires de faillite concernant des entreprises grandes, petites. Il y a eu 772 affaires de réorganisation au titre du chapitre 11. Nous avons pu également payer des indemnités, sauver des emplois. J'ai également participé à des procès justement dans des cas de restructuration suite à une insolvabilité. Et en tant que spécialiste de l'insolvabilité, je suis confronté constamment à des situations dans lesquelles il y a toujours un élément coût, un élément temps qui doivent être traités, prendre en considération, et une entreprise qui peut être réorganisée en quelques mois permettra justement de favoriser donc le redressement de cette entreprise si la procédure dure trop longtemps, d'où l'importance de la rapidité de la procédure. Work with judges. Dans le cadre de mon travail avec les juges à travers le monde, dans près de 25 pays, parce qu'une grande partie de ma carrière, je l'ai passée comme juge, c'est qu'il y a différents systèmes. Il y a non pas uniquement le système américain, mais aussi des systèmes où on a recours à l'arbitre, notamment dans les régimes de droit commun. Il est essentiel de pouvoir tenir compte des questions de frontières, d'obstacles, de langue. Cela m'a donc permis de me rendre compte de l'importance d'une bonne conférence de gestion d'instance. Je me félicite de contribuer aux travaux du groupe de travail. Je vous remercie, et à vous, Takashi. Thank you, Elizabeth, for handing over. Merci, Elisabeth. Je suis ravie de vous parler de notre travail. Pour achever notre présentation, mesdames et messieurs les représentants, j'aimerais faire part de mon appui à ce qui a été présenté par Christian et Elisabeth. C'est selon moi remarquable que des arbitres et des juges du monde entier puissent coopérer et parvenir à une solution avec autant de facilité. Ce qui nous a permis d'y parvenir, c'est notre dévouement à permettre aux différends d'être réglés. Pour cela, les parties et le tribunal arbitral doivent comprendre la nature de l'affaire. Il faut donc tenir compte pleinement de la nature complexe des différends liés aux technologies. Comme cela a été dit par différents orateurs, pour ce qui est de la définition, les conférences de gestion d'instance peuvent être un peu différentes. En tant que juge, j'ai présidé des affaires de ce type. Par exemple, lorsque il y a eu une erreur de mise en œuvre du contrat entre les parties, on a parfois reconnu qu'il ne fallait pas se pencher sur la validité du contrat parce que la question était plutôt technique. Cela m'amène donc au paragraphe 2D qui prévoit l'identification des faits contestés et non contestés à aborder lors des conférences de gestion d'instance. Question technique importante. Nous avons tenté de tenir compte du fait que l'arbitre doit discuter avec les parties des questions techniques conformément aux paragraphes 2, F, G et H.
Nous avons tenu compte de la nature unique des différends liés aux technologies et des besoins des utilisateurs. Sur ce, nous concluons notre présentation sur les conférences de gestion d'instances. Merci d'être présent parmi nous depuis Tokyo, si tôt dans la journée. J'attire l'attention du groupe de travail sur l'importance des consultations qui est mentionnée dans le contexte du règlement d'arbitrage accéléré. Ici, nous avons donc des paragraphes indiquant que d'ici à 15 jours après sa constitution, le tribunal doit consulter les parties. Ensuite, nous avons les notes d'explication. Nous ne savons pas quelle sera l'évolution du règlement des différends liés aux technologies, mais ce sont des questions. Les questions mentionnées sont les questions à aborder pendant les conférences de gestion d'instances. Dans ce contexte. Sur ce, j'ouvre le débat. Si vous avez des commentaires sur le projet de disposition 3, certaines questions ont été soulevées par Christian et Elisabeth. Les conférences de gestion doivent-elles être obligatoires? Qu'en est-il des délais? Qu'en est-il des questions à aborder lors de ces conférences? Quels sont les moyens technologiques à utiliser? Voilà donc les éléments soulevés dans le projet de disposition 3. J'attends les commentaires du groupe de travail et des participants sur la pertinence du projet de disposition 3. I would like to give the floor. Madame Fayawang, en ligne. Merci à tous. Outre la conférence de gestion d'instance initiale, pour ce qui est des dispositions sur le règlement des différends liés aux technologies, j'aimerais vous faire part de mon expérience universitaire en ce qui concerne les conférences de gestion d'instance pour l'exécution des sentences arbitrales. Comme nous le savons, les notes techniques de la CNUTSI prévoient différentes possibilités pour ce qui est des différends entre entreprises ou entre entreprises et consommateurs, notamment pour ce qui est des ventes transfrontières et des services contractuels ou des communications électroniques. Étant donné l'utilisation accrue des contrats intelligents et des actifs numériques dans les différends, l'exécution des sentences arbitrales peut varier et être différente des transactions habituelles. Nous avons par exemple les chaînes de blocs et les parties peuvent y recourir. Les arbitres peuvent exécuter leurs sentences dans ce système. Les sentences peuvent être aussi exécutées de la sorte dans les règlements automatiques de différends tels que encouragé par l'équipe spéciale de la juridiction du Royaume-Uni et son règlement sur le règlement des différends présenté par un des préopinants, M. Lawrence Aka, aujourd'hui. Toutefois, mes préoccupations portent sur les compétences techniques d'un arbitre pour ce qui est de ce règlement. Un arbitre peut modifier, annuler tout actif numérique. Si l'arbitre, par exemple, s'est vu octroyer les possibilités de le faire. Il est donc préoccupant qu'un arbitre ait la possibilité d'avoir accès aux actifs des parties. Voilà pourquoi il convient de s'assurer que il y ait des dispositions sur le règlement des différends liés aux technologies tenant compte de ces différends bien spécifiques portant sur les actifs numériques. Il convient de fournir suffisamment de directives pour ce qui est de la sécurité et
respect des procédures pour la mise en œuvre et l'exécution des sentences. Merci. Merci, nous prenons note de ce commentaire. Bien évidemment, nous pouvons en discuter dans le cadre de la conférence de gestion d'instance, les pouvoirs techniques et technologiques de l'arbitre. Mais je le rappelle, nous sommes donc au projet de disposition 3. I don't see. Pas de demande d'intervention. Et je me fais l'avocat du diable. Même question que la France et la Suisse. Ces questions s'appliquent ici. Est-ce que ces dispositions s'appliquent à tous les types de différends ou uniquement aux différends liés aux technologies? Bien évidemment, nous avons le paragraphe 2, plus spécifique pour les technologies. Toutefois, il y a la question des moyens technologiques, de la fréquence, des conférences, la possibilité pour l'arbitre de poser des questions aux parties. Cela peut s'appliquer à tous les différents et pas uniquement aux différents liés aux technologies. Nous avons donc bien constaté cela. Mais au paragraphe 2, les exemples fournissent certaines directives aux parties et au tribunal pour ce qui est des questions à aborder pendant les conférences de gestion d'instance. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Le Kenya. Je rebondis sur le commentaire que vous venez de faire. Pour ce qui est des exemples présentés au projet de disposition 3, paragraphe 2. Je pense que vous m'entendez tous. Donc, paragraphe 2A, la nature des problèmes technologiques qui font l'objet du litige. Vous vous rappellerez une discussion sur la définition dans différents liés aux technologies. Pour nous, il est important de tenir compte des éléments uniques qui font d'un différent un différent lié aux technologies. Étant donné qu'il faut que le tribunal arbitral soit guidé par certains éléments précis, étant donné la question des différends liés aux technologies. Il y a bien des éléments qui peuvent être qualifiés comme étant liés aux technologies, ce qui peut créer une certaine ambiguïté. Je vous remercie. Merci. C'est aussi lié à la nécessité d'obtenir plus de précision pour ce qui est de technologie ou lié aux technologies. D'autres commentaires ? Unless Si le groupe de travail, si les experts qui ont participé à la préparation de ces dispositions ou d'autres dispositions ne souhaitent pas intervenir, je vous propose de lever la séance. Dernier appel, la France. Merci beaucoup. Ce n'est pas véritablement une question, c'est plus une suggestion. S'agissant des technologies, je crois comprendre de ce qui a été dit et de la lecture du projet
qu'il y a deux éléments particulièrement importants pour le contentieux identifié comme étant celui qui relève des technologies, la rapidité et la confidentialité. S'agissant du premier de ces éléments, la rapidité, et c'est plutôt une question que j'aurais à poser aux membres de l'équipe qui ont préparé ce projet, est-ce que finalement ce souci de rapidité ne pourrait pas être satisfait par l'adjudicateur proposé par la Suisse? Voilà. Je veux dire, imaginons qu'on ait un adjudicateur suisse, enfin pas suisse, mais voilà, entendons-nous, tel que proposé par la Suisse, qu'on a une procédure accélérée, ce qui vient d'être admis, et un règlement normal. Est-ce qu'il n'y aurait pas là, finalement, un panel de solutions de nature à satisfaire les besoins des entreprises de la technologie, enfin, ou de la technique, hein, à dire vrai. Puisque, voilà, c'est plutôt une forme de question. Thank you. Merci. Du point de vue du secrétariat, tant que nous n'avons pas de décision sur les questions de l'adjudicateur, je vous propose de nous concentrer sur l'arbitrage. Nous avons maintenant la Chine. La Chine, vous avez la parole. Merci. S'agissant de la conférence de gestion d'instance, s'agissant du greffe, du secrétaire du tribunal 3H, il est dit que le secrétaire doit avoir des compétences techniques particulières. Est-ce qu'il s'agit de gestion de questions administratives ou bien de compréhension des questions technologiques? J'ai peut-être mal compris la question du nombre d'arbitres. Selon nous, les différends liés aux technologies peuvent être très complexes. Est-il adéquat qu'il n'y ait qu'un seul arbitre? Merci. Merci. Pour ce qui est du nombre d'arbitres, nous aborderons cette question demain, séance 7, lorsque nous aborderons la question des experts. Grengota en ligne. Merci. J'aimerais contribuer à ce qui a été soulevé par la France et faire rebondir sur la proposition de la Suisse. Donc, la proposition de décision d'urgence rendue par un tiers est utile, mais en tant que telle, c'est bien différent de l'arbitrage accéléré. Parce que dans l'arbitrage, un arbitre peut tenir compte de mesures qui permettent la possibilité de revenir à la question. Ce n'est pas possible pour les décisions rendues par un tiers. L'adjudicateur change les responsabilités en matière de solvabilité et d'exécution du contrat. Le contrat est débloqué, mais cela change fondamentalement la répartition des risques. Voilà pourquoi, étant donné l'équilibre fragile des questions technologiques, notamment pour ce qui est des différends en matière de recherche et de développement, lorsque les deux parties coopèrent pour atteindre un objectif, et lorsque les risques sont très sensibles, par exemple les droits de propriété intellectuelle, dépendant de ces contrats, ces droits sont influencés par le marché. Cela constitue donc un certain risque.
Ce que je veux donc dire, c'est que il faut tenir compte de l'option d'une décision rendue par un tiers comme étant valide tant que les parties sont totalement conscientes des risques qui sont déplacés suite à la décision de l'adjudicateur et les risques quant à la réalisation des objectifs du contrat. Merci. Merci, Krangota. Christiane, une réponse? Pour répondre à la Chine, pour préciser les choses, j'aimerais dire que le secrétaire du tribunal est un secrétaire purement administratif, pas un expert supplémentaire, mais dans le cadre d'un différend lié aux technologies, les parties s'attendent à ce que le tribunal soit à la hauteur de la question, étant donné que les parties sont très expérimentées en la matière, disposent d'une vaste expérience en la matière. Il faut que le tribunal soit à la hauteur, notamment pour ce qui est de la collecte des documents. Il faut éviter que des problèmes se posent d'un point de vue de la technologie. Voilà pourquoi un secrétaire versé en la matière est essentiel. Merci Christian. Lors des débats, il est ressorti que toutes les parties impliquées, pas uniquement les arbitres, mais les experts, les parties, les juristes, les avocats, dotés de compétences technologiques, constituent un élément central. Et c'est ce que l'on veut refléter au paragraphe 2, sous-paragraphe H. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vous propose de lever la séance pour aujourd'hui. Nous sommes un peu en avance. On se retrouve demain 11 h pour poursuivre nos discussions afin que vous sachiez ce que nous allons aborder demain. Tout d'abord, nous allons aborder les délais à fixer pour le règlement, la question aussi des sentences, projet donc de dispositions 4 et 9. Ensuite, le nombre d'arbitres et la nomination d'experts et de tiers neutres. Dans l'après-midi, nous allons aborder les projets de disposition sur la confidentialité et les preuves. 1 heure pour chacun des sujets. Voilà nos projets pour demain. Soyez prêts à faire vos commentaires sur ces projets de disposition lors de vos interventions demain. Sur ce, je clôt la séance. Je vous remercie d'avoir participé au débat aujourd'hui. Merci.